y compris en ligne. Oui, ça a l'air de marcher. Donc, je vous laisse la parole tout de suite. Merci. Merci beaucoup. Tout d'abord, je vous remercie en notre nom à tous les deux, les organisateurs, de nous permettre de venir parler du rapport entre la guerre du Rif et le Parti communiste français. La campagne communiste contre la guerre du Rif constitue en effet un tournant significatif dans l'histoire du Parti communiste français. Cette campagne constitue en effet une première expérience à grande échelle de mise en pratique de nouveaux principes organisationnels et dogmatiques qui accompagnent ce qu'on appelle alors la bolchevisation. Elle marque également un tournant en ce qui concerne la pratique anticoloniale du parti et le début d'une radicalité nouvelle, ce qui donne lieu à une répression intense de la part de l'État à l'encontre des militants communistes. Très rapidement, je reviens aux sources. En 1919, l'Organisation socialiste internationale est profondément désorganisée par l'épreuve de la Première Guerre mondiale. En 1917, la révolution russe éclate et c'est dans ce contexte que naît la Troisième Internationale qui se donne clairement comme objectif de préparer la révolution mondiale en s'appuyant sur ses sections nationales présentes dans de nombreux pays. L'Internationale communiste, l'IC, qu'on appelle aussi le Comintern, est créé à Moscou en mars 1919. En décembre 1920, lors du congrès de Tours, qui est un congrès de la SFIO, une scission a lieu au sein de celle-ci et la majorité des militants rejoignent l'Internationale communiste. La section française de l'Internationale communiste, qui deviendra par la suite le Parti communiste français, voit alors le jour. Et comme tous les partis rattachés à la Troisième Internationale, ce parti s'engage à suivre les 21 conditions d'adhésion de l'Internationale communiste. Dès septembre 1924, le PCF se positionne en faveur d'Abdelkrim et pour l'indépendance du Maroc. À ce moment-là, en fait, il s'agit du premier tournant anticolonialiste du PCF, dû à ce qu'on appelle la bolchevisation du parti. Alors, la bolchevisation, elle a lieu en 1924 lorsque l'Internationale communiste est dans une situation difficile. Elle ne croit plus alors tellement la reprise d'un mouvement révolutionnaire en Europe et son principal but est alors de défendre l'URSS et de consolider sa position en attendant pour préparer par la suite la marche vers la révolution mondiale. Mais pour ça, l'IC doit s'appuyer sur des partis nationaux parfaitement coordonnés et disciplinés. Or, la plupart sont désorganisés et ont peu d'influence. Et surtout, ils n'ont pas tellement rompu avec les pratiques qui étaient celles de la SFIO. Donc, pour le lycée, il s'agit alors de transformer les jeunes partis communistes sur le modèle léniniste du PC russe et s'assurer que leur idéologie est conforme à la Troisième Internationale. Par conséquent, dès janvier 1924, la bolchevisation est décidée par l'Internationale communiste. Donc, quel en est l'enjeu pour le Parti communiste français ? D'abord, il s'agit d'une réorganisation, mais aussi la bolchevisation est aussi vue comme un moyen de changer la composition sociale du parti, surtout au sein de sa direction. Il s'agit d'abord de faire émerger un type nouveau de cadre issu de la classe ouvrière et qui reçoit une formation politique grâce, entre autres, aux écoles du parti. Le cheminot Pierre Fémard devient alors secrétaire général. Surtout, la bolchevisation, elle vise à dissiper un malentendu initial qui a présidé au ralliement d'un certain nombre de militants français à la Troisième Internationale. Beaucoup, en effet, ont sous-estimé l'importance des 21 conditions d'adhésion. Or, ces conditions doivent garantir l'existence d'une ligne idéologique solide au sein des partis communistes, membres de l'IC, et l'IC, à ce moment-là, s'engage donc dans un redressement idéologique de ces sections. Les militants globalement participent de façon volontaire, même si certains ont des difficultés à rompre avec les pratiques militantes traditionnelles. Et la bolchevisation précipite alors les départs et les exclusions, ce qui participe d'une certaine façon à renforcer idéologiquement le parti. Le PCF s'oriente alors dans une radicalité nouvelle, ce qui répond davantage aux attentes de l'international. Et l'IC porte une attention particulière aux peuples colonisés et affirme la nécessité de militer pour l'indépendance de ces peuples, ce qui est clairement affirmé dans la 8e des 21 conditions, qui est un peu longue, donc je ne vais pas la lire, mais vous la voyez ici. Et dès le début des années 20, l'Internationale communiste insiste beaucoup auprès des militants français pour qu'ils s'engagent dans le combat anticolonialiste. La mobilisation des communistes français contre la guerre du Rif est donc le symbole de la mise en pratique de cette orientation anticolonialiste, même si la position de la direction du PCF reste en inadéquation avec l'état d'esprit d'un certain nombre de militants. Le 10 septembre 1924, Pierre Sémard et Jacques Doriot qui est alors secrétaire général des jeunesses communistes, est particulièrement engagé dans le combat anticolonialiste,
Tous les deux adressent un télégramme à Abdelkrim. Ils saluent la brillante victoire du peuple marocain sur les impérialistes espagnols et l'encouragent à poursuivre le combat contre le colonialisme jusqu'à la libération complète du Maroc. Le texte est publié en une de l'Humanité. La campagne est d'abord menée au Parlement et la base se mobilise assez peu. Le 4 février 1925, alors que les combats n'ont pas encore atteint la zone française, les députés communistes votent contre les crédits militaires destinés au Maroc et Doriot est censuré après avoir crié à la tribune « Le Maroc aux Marocains ». En avril 1925, lorsque les combats s'étendent à la zone française du Rif, un comité d'action contre la guerre du Maroc est créé. Il réunit en fait surtout des communistes et tient des réunions de protestation dans la plupart des grandes villes de France. Les socialistes restent à distance, ne voulant pas dénoncer la politique coloniale. L'engagement des communistes contre la guerre du Rif est également porté par un antimilitarisme qui garantit un certain succès aux mobilisations dans une France qui est encore très marquée par la Première Guerre mondiale. Et c'est la guerre qui est finalement autant dénoncée que le colonialisme. Et l'Humanité publie des photos assez terribles non celles de soldats français tenant des têtes de rebelles coupées, comme celle qu'on peut voir ici, même si là, c'est pas l'Humanité, c'est en fait une carte postale éditée par les JC, je crois. Les communistes appellent ainsi à la fraternisation des soldats français avec les Rifins. Néanmoins, ce mot d'ordre, tout comme celui d'évacuation du Maroc, n'est pas entendu par la majorité des ouvriers français, ce qui empêche une mobilisation de masse. De plus, le PCF est trop peu implanté au sein de l'armée pour que cet appel ait une véritable portée. Le Parti communiste et la CGTU peinent ainsi à créer un vaste mouvement d'opposition qui ferait reculer le gouvernement. On a juste un souci sur le diaporama en ligne. C'est bon, là, c'est réglé ? Bon. C'est bon, ok. Pour le PCF, la mobilisation contre la guerre du Rif, c'est aussi le premier moment de... C'est bizarre. C'est toujours sur la première diapo, en fait. Donc, il faut arrêter le partage d'écran. Oui, désolé. Et revenir sur le... Oui, on va relancer le partage d'écran. Sur la bonne version. Alors, du coup, c'est lequel qu'on C'est celui-là, non, je sais pas. Non. Ça, je sais pas. Je crois que c'est celui-là. Et là, c'est bon, on est sur cette diapo-là. Oui, donc a priori, c'est bon. On va essayer de... C'est bon. C'est bon. C'est bon. Okay. C'est rétabli, désolé. Donc, cette mobilisation contre la guerre du Rif, elle donne aussi lieu à un premier moment de collaboration avec des artistes et des intellectuels entre le PCF et ses artistes. Le 2 juillet 1925, l'Humanité publie un appel à l'initiative d'Henri Barbus qui est signé d'une centaine de noms, dont Aragon, Paul Éluard, André Breton, qui affirment le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Les femmes prennent également une part active dans la mobilisation contre la guerre après avoir présenté et fait élire pour la première fois des femmes aux élections municipales de 1925. Le PCF va favoriser la participation des ouvrières dans ses campagnes militantes et plusieurs assemblées et meetings rassemblant des centaines de femmes sont organisés pour élargir le mouvement d'opposition à la guerre. Le 12 octobre 1925, le comité de lutte contre la guerre du Rif organise une grève générale qui rencontre un succès mitigé et qui, pour la direction du PCF, est tenue par un échec. Malgré tout, dans la presse dominante ou dans les discours politiques, on dénonce cette grève qu'on appelle une grève insurrectionnelle et les tensions sont vives. Donc, on verra par la suite avec Corentin la répression gouvernementale qui est alors très intense. S'il est interdit au Maroc, le Parti communiste français possède en revanche des fédérations en Algérie, même s'il est loin de constituer un mouvement de masse et que son audience reste limitée. Ici, la mobilisation contre la guerre du Rif est néanmoins significative puisque la question touche de près les communistes d'Algérie, les combats sont proches et ils sont évidemment particulièrement concernés par la question anticoloniale. Les socialistes de la colonie, tous européens à cette époque, ont majoritairement rejoint la Troisième Internationale, mais là encore sur une incompréhension vis-à-vis de la 8e condition d'adhésion. Ils ne pensaient pas devoir revendiquer réellement l'indépendance de l'Algérie, et cette idée était d'ailleurs si nouvelle qu'il leur était difficile de l'appréhender.
Après un certain nombre d'échanges assez vifs entre certains militants d'Algérie, la direction de lycée ou la direction du PCF, la bolchevisation fait également son œuvre en Algérie. Et le PC, dans la colonie, se radicalise et commence à transgresser l'ordre colonial. Donc, il faut avoir en tête que la société algérienne, elle repose sur une inégalité juridique entre les Européens et la population colonisée. Et les communistes d'Algérie commencent à partir de 1924 à recruter des militants parmi cette population et à permettre aux colonisés un accès à l'espace politique, ce qui était jusque-là impossible. Ces adhésions, elles rencontrent un certain nombre de difficultés que je n'ai pas le temps de développer ici, mais les colonisés restent minoritaires dans le parti, mais leur présence change quand même peu à peu le rapport du parti avec la société coloniale. En mars 1925, la région algérienne défend l'idée d'une égalité des droits et de la libération de la population colonisée avant de revendiquer l'indépendance en 1926. La radicalisation du mouvement communiste en Algérie et son avancée significative en matière coloniale lui permet d'affronter l'épreuve de la guerre du Rif. Globalement, les communistes d'Algérie portent les mêmes mots d'ordre qu'en métropole. Des papillons protestant contre la guerre sont apposés sur les murs des principales villes de la colonie. Des tracts et des affiches en français et en arabe circulent clandestinement et des rassemblements et des meetings sont organisés. Les responsables politiques et syndicaux communistes font preuve de davantage de radicalité que leurs prédécesseurs et les autorités s'inquiètent du fait que cette mobilisation provoque la création de nouvelles cellules syndicales et l'accroissement de celles déjà existantes, et les jeunesses communistes se mobilisent aussi particulièrement. À ce moment-là, l'anti-impérialisme du Parti communiste ne peut plus être ignoré et la campagne contre la guerre du Rif creuse la rupture entre les communistes de la colonie d'Algérie et la population européenne dont ils sont pourtant majoritairement issus. Et dans les journaux français, les communistes sont ainsi régulièrement accusés de faire preuve d'actes de trahison délibérés. Et je vais donc laisser la place à Corentin pour la suite. Merci Héloïse. Donc moi, je vais aborder les questions de la répression durant cette mobilisation. Donc, le Parti communiste français, il est depuis sa fondation dans le viseur des autorités. Ses activités antimilitaristes et ses appels à la fraternisation sont particulièrement surveillés et réprimés. Et 2 ans après la mobilisation contre l'occupation militaire de la Ruhr, qui avait déjà entraîné l'emprisonnement d'un certain nombre de dirigeants communistes, la campagne contre la guerre au Maroc déclenche une nouvelle vague de répression, de plus forte intensité encore, et comme nous le verrons, avec des effets qui se feront sentir à plus long terme. Donc tout d'abord, il s'agit pour les autorités de frapper à la base. Dès la fin du mois de mai 1925, la machine policière et judiciaire s'emballe. À la différence de la répression qui avait été exercée lors de l'occupation de la Ruhr, qui ciblait spécifiquement la tête de l'appareil dirigeant communiste, les autorités usent cette fois d'une autre méthode en s'attaquant directement à la base de l'activité militante. Donc la police va procéder en fait quotidiennement à partir du mois de mai 1925 à des centaines d'arrestations de militants qui sont arrêtés alors qu'ils sont en train de coller des affiches ou de distribuer des tracts, et des centaines de perquisitions visent également les domiciles des militants ou les sièges des organisations locales ou des journaux et des imprimeries locales du Parti communiste. Donc les militants qui sont arrêtés, ils sont déférés devant les tribunaux et inculpés de menées anarchistes et de provocation de militaires à la désobéissance en vertu des lois scélérates anti-anarchistes de la fin du 19e siècle qui sont réadoptées à ce moment-là contre le Parti communiste. Donc des dizaines de condamnations sont prononcées, les peines se font de plus en plus sévères sans pour autant être uniformisées. Donc, en fonction des magistrats et des tribunaux, les colleurs d'affiches, par exemple, qui sont arrêtés, vont écoper ici de quelques jours de prison et ailleurs, ça peut être plusieurs mois, voire 1 à 2 ans de prison, avec toujours de très fortes amendes. La répression, elle touche de nombreux militants de base, donc c'est très souvent des jeunes qui exercent parfois des responsabilités locales, que ce soit dans le parti, dans la jeunesse communiste ou dans les syndicats. Il y a également une part non négligeable de femmes qui, elles aussi, sont très actives dans la mobilisation, comme l'a dit Héloïse tout à l'heure. Certaines municipalités communistes sont aussi la cible des préfets, avec, dans un certain nombre de villes, des maires communistes qui vont être soit suspendus de leurs fonctions, voire même emprisonnés. Et la presse communiste, enfin, subit de nombreuses entraves, notamment la presse quotidienne régionale, qui est l'objet de poursuites et dont les gérants sont aussi en première ligne et parfois emprisonnés.
Alors, dans les colonies, la répression est d'une intensité plus grande encore. En Algérie, notamment, les autorités s'inquiètent de voir circuler des tracts et des affiches en langue arabe, ce qui conduit les autorités à employer des mesures de répression plus poussées. Donc là encore, on a de nombreux militants qui vont être perquisitionnés, arrêtés et emprisonnés dans la prison de Barberousse à Alger, avec là, contrairement à la métropole où je disais tout à l'heure, les peines peuvent être très variables, en Algérie, c'est souvent beaucoup plus sévère et la plupart des militants qui sont emprisonnés écopent de 2 ans ferme sans aménagement de peine prévu. Le journal du Parti communiste en Algérie est également saisi à plusieurs reprises. Et sans parler de la tentative qui est faite du Parti communiste d'envoyer une délégation pour aller enquêter au Maroc et qui, elle, va être bloquée en Algérie. Alors, dans ces conditions, les questions liées à la répression vont être prises en charge par une organisation qui s'appelle le Secours Rouge International, qui est une organisation impulsée par le Comintern pour venir en aide aux prisonniers politiques et aux victimes de la justice de classe. Et donc, la section française du Secours Rouge, elle prend son essor vraiment au moment de la campagne contre la guerre du Rif. Donc, le Secours Rouge, il a des tâches multiples. C'est tout d'abord de recenser et de documenter la répression pour pouvoir établir des statistiques et quantifier la répression. C'est mettre à disposition des inculpés tout un réseau d'avocats qui sont membres ou proches du Parti communiste et qui vont proposer gratuitement une assistance juridique aux inculpés. C'est apporter un soutien moral aux emprisonnés en veillant à maintenir le lien régulier entre les détenus, leurs familles, et en développant au sein de la classe ouvrière un sentiment de solidarité. C'est également la prise en charge des conditions d'existence matérielle des détenus et de leurs familles, en leur apportant une aide financière grâce aux souscriptions. Et enfin, le Secours Rouge demande la mise en place du régime politique d'incarcération pour les détenus communistes, dont la plupart restent soumis au régime de droit commun alors en vigueur. La répression va atteindre un sommet lors de la journée de grève générale du 12 octobre qui est appelée en France par le Parti communiste. Donc déjà, dès la veille de cette journée, l'édition spéciale de l'Humanité pour appeler à la grève est saisie par la police. Et le jour même, on assiste à un véritable déploiement très massif des forces de l'ordre, notamment en région parisienne, qui vont être à l'origine de nombreux incidents et d'affrontements qui vont émailler toute cette journée du 12 octobre, qui va faire de nombreux blessés. Par exemple, on parlait de Jacques Doriot, député communiste, qui va être passé à tabac par la police, puis incarcéré durant une semaine. Il va y avoir également un mort, un ouvrier de Suresnes, André Sabatier, qui est abattu d'un coup de revolver sur un piquet de grève. Et donc, on a de nombreux incidents dans tout le pays et plusieurs centaines d'arrestations, en particulier en région parisienne, ce qui va déclencher de nouvelles poursuites et de nouveaux emprisonnements militants. Là encore, on a un certain nombre de maires communistes dans les bastions communistes, comme dans le nord de la France ou dans la banlieue parisienne, qui vont être suspendus, voire révoqués carrément de leurs fonctions, comme le maire de Saint-Denis. Et de nombreux ouvriers vont également être licenciés pour avoir participé à cette grève. Mais, j'en viens à ma dernière partie, il y a un autre événement qui se déroule le 12 octobre, qui, à l'époque, est un petit peu passé, qui passe dans l'ombre de cette journée d'affrontement du 12 octobre. C'est le procès d'une douzaine de dirigeants communistes et syndicaux qui sont les dirigeants du comité d'action contre la guerre et qui vont être à leur tour inculpés de provocation de militaires à la désobéissance dans un but de propagande anarchiste. Et donc, dans un tribunal totalement déserté, parce que tous ces militants sont, comme ils le disent, à leur poste de combat sur les piquets de grève, ils vont être condamnés à de lourdes peines, entre 6 mois et 13 mois d'emprisonnement, des peines qui vont être confirmées quelques mois plus tard, en décembre, et qui marquent un changement de dimension dans la répression, puisque jusqu'à présent, on avait une répression plutôt territorialisée sur l'ensemble du territoire métropolitain et français, et on passe là à une répression d'envergure nationale en s'attaquant aux dirigeants. Mais malgré la lourdeur de ces peines, tous ces dirigeants vont être maintenus en liberté durant encore 1 an et demi, ce qui peut nous interroger sur les raisons
ce maintien en liberté des dirigeants. Donc, c'est le résultat d'une stratégie répressive gouvernementale qui ne souhaite pas reproduire les mêmes erreurs que 2 ans auparavant lors de l'occupation de la Ruhr que j'évoquais, puisqu'à l'époque, ils avaient tenté de mettre hors la loi les dirigeants du Parti communiste, mais ça s'était soldé par un échec retentissant. Donc, cette fois, le gouvernement préfère axer sa stratégie de répression contre les militants de base pour à la fois saper l'activité quotidienne et de base du parti, tout en s'épargnant l'ouverture d'un nouveau front de protestation qui aurait pu générer l'emprisonnement de dirigeants populaires du mouvement ouvrier. Donc, malgré tout, ces dirigeants communistes ont une épée de Damoclès sur leur tête parce qu'ils ont ces condamnations sur eux. Et les condamnations, les peines vont être mises en exécution 1 an et demi plus tard, au moment du tournant anticommuniste enclenché par le gouvernement au printemps 1927, qui est symbolisé par ce célèbre discours du ministre de l'Intérieur, Albert Sarraut, qui déclarait « Le communisme, voilà l'ennemi ». Et donc, suite à ce discours, la douzaine des principaux dirigeants du parti et de la CGTU vont être incarcérés pour purger leur peine. Je retrouve mes notes, voilà. Donc, pour conclure, la guerre du Maroc a été l'occasion pour le Parti communiste, en plein processus de bolchevisation, de développer de nouvelles pratiques de lutte, notamment sur le terrain colonial. Pour la première fois en France, une campagne politique de grande ampleur sur l'ensemble du territoire a été menée pour dénoncer la colonisation et s'y opposer concrètement par des mobilisations de terrain et même par une tentative de grève générale. Et par cette action anticoloniale et antimilitariste, le PCF a été confronté à une répression de plus en plus forte. La guerre au Maroc va servir de prétexte 2 ans plus tard à l'emprisonnement d'une grande partie de son appareil dirigeant. Et donc, cette accélération de la répression qu'on va avoir en 1927 va être interprétée comme le début d'une nouvelle phase d'affrontement révolutionnaire avec l'appareil d'État bourgeois et va conduire le PCF à adopter une nouvelle orientation dite de classe contre classe qu'il condamnera à l'isolement politique, et ce jusqu'au tournant du Front populaire en 1934-36. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup.